Ah, ça faisait un moment que je voulais me poser pour parler de ça. Alors, je sais pas si je vais me faire que des amis. Mais bon, allons-y. Alors, c'est une vidéo un petit peu particulière. Je n'avais pas forcément envie de me prendre la tête, je vous avouerai. Mais ça fait un petit moment que je me dis que ça peut être sympa de vous parler un petit peu de ça. De vous parler tout simplement de comment je vois YouTube et surtout au-delà de comment je vois YouTube, parce que ça, je l'ai un petit peu évoqué dans le bilan, de vous parler surtout de mes influences, de mes coups de cœur et des abonnements que je suis un petit peu en termes de cinéma. Parce que je pense qu'il y en a certains que ça intéresse. Je me doute que c'est pas le cas de tout le monde, qu'il y en a certains qui vont se dire « Oh, il dit des trucs qu'on connaît déjà, on sait déjà qui c'est, il nous fait rien découvrir ». Il n'y a pas de souci, vous pouvez partir, ça ne me dérangera pas. Mais pour ceux qui veulent rester, donc on va parcourir un petit peu, donc dans un premier temps mes influences, dans un deuxième temps, mes coups de cœur sur YouTube. Dans un troisième temps, mes abonnements. Et on terminera par mes déceptions. En fait, c'est pas des déceptions dans le sens où c'est des chaînes que je n'aime pas. C'est juste que c'est des gens qui font moins de vidéos ou font plus de vidéos. Et je trouve ça dommage parce qu'ils devraient continuer. Donc on va d'abord se plonger dans mes influences. En fait, les influences, ça va être assez rapide parce qu'il y en a 3. Et ces 3 influences qui sont plus forcément trop en activité à l'heure actuelle sur Internet. Il y en a une... Elle l'est toujours parce que c'est un mec qui n'est pas vraiment sur YouTube, c'est un mec qui fait partie de la télé, donc forcément vous vous doutez qu'il fait son petit bout de chemin de son côté et que YouTube il s'en fout un petit peu. Il y en a 2 autres, il y en a un qui est en activité mais de manière beaucoup plus light et il y en a un autre qui a carrément décidé d'arrêter parce que maintenant il s'occupe plutôt de partager son amour du cinéma dans les salles. Commençons par la première, la plus grosse, la plus forte, celle qui m'a en grande partie donné envie de parler de vidéos et de films sur YouTube. C'est Yannick Dahan. Yannick Dahan, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour les 3 cancres du fond qui sont fans de Yakayo, c'est un mec qui s'occupe depuis 16 saisons de l'émission Opération Frisson sur Ciné Frisson. Maintenant, il s'en occupe plus pour le site internet de Canal+, que vraiment pour Canal+, mais à l'époque, c'était quand même un rendez-vous extrêmement croustillant et quasi important d'Internet. C'est-à-dire qu'en gros, tous les mois, Yannick Dahan sortait sa vidéo où il conseillait 3 films. Que ce soit en salle, en DVD, en VOD, il conseillait 3 films. Et même à l'heure actuelle, pour moi, ça reste une référence. C'est un mec que je suis, mais assidûment, parce que chaque fois qu'il donne son avis sur un film, c'est toujours hyper intéressant. Et à l'époque où j'écrivais pour le site L'Artinote, c'était le site dont j'étais le chroniqueur cinéma avant de faire des vidéos sur YouTube, j'étais énormément influencé dans mes critiques écrites par la patte de Yannick Dahan, parce que ce mec a une patte. Il a un côté un peu franc-parler et en même temps extrêmement réfléchi. Ça donne lieu à des vidéos qui sont vraiment à mourir de rire, c'est-à-dire qu'il va vous parler très sérieusement d'un film et ensuite il va partir en déconnade. Petit clin d'œil en plus, j'ai un ancien collègue de promo de Ciné Creatis qui bosse maintenant avec lui en tant que cadreur. À la base, il avait commencé comme assistant réal, il a fait un petit peu de montage et maintenant il est son cadreur officiel. Benjamin Ganteil, mais... c'est pas pour le mousser un petit peu, mais ça se voit qu'à partir du moment où il est arrivé, l'émission a quand même gagné en qualité. Donc voilà, ça c'est Yannick Dahan, ma première influence. Ma deuxième grosse influence, je pense que vous la connaissez tous, puisqu'il se nomme Karim Debiche. Et Karim Debiche, c'est un petit peu la Rolls-Royce de la vidéo sur YouTube, parce que le mec a commencé sur jeuxvideo.com, donc avec l'émission Crust, il a continué ensuite en parlant vraiment de cinéma pur et dur avec Chroma. Et maintenant, donc, en fait, il s'occupe avec l'association Panique, qui s'occupe en fait de faire de l'exploitation de salles, un petit peu comme le fait l'Absurde Séance, en présentant de manière un petit peu itinérante des films à gauche et à droite, mais ils sont surtout basés sur Paris. Et maintenant, ils se sont associés complètement avec eux, en fait, pour proposer, au-delà de l'exploitation en salle de certains films et de séances spéciales, carrément de devenir des éditeurs, entre guillemets, de vidéos. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on se rend compte que Karim Debache, il a fait quand même un sacré chemin. Et c'est pour ça que moi, j'ai énormément de respect et que ça reste une de mes influences premières. Parce que Karim Debache, à l'heure actuelle, il a vraiment réussi, avec Gilles Stella et Jérémy Morvan, à imposer non seulement une manière de parler de cinéma, non seulement un côté à la fois éducatif et comique de traiter le cinéma sur YouTube, mais en plus de ça, maintenant, c'est des mecs qui sont totalement émancipés de ça pour devenir quelque chose d'autre, pour devenir de véritables
promoteurs qui mettent en avant des films qui sont parfois complètement mis de côté. Et je trouve ça vraiment passionnant. Grâce à eux, notamment, j'avais pu voir The Room dans une salle de cinéma avec Tommy Wiseau et Greg Sestero. Et rien que pour ça, je les en remercierai à jamais. Mais ça reste pour moi des grosses influences parce que ces trois mecs-là ont vraiment imposé un nouveau modèle de conception de cinéma sur YouTube et sur Dailymotion. Et depuis qu'ils sont passés, les choses sont plus vraiment pareilles. Faut bien le reconnaître et c'est un petit peu difficile de passer derrière eux en plus. Et le dernier, le dernier, c'est notre Saint-Père à tous, chroniqueur de cinéma, c'est le Fossoyeur. François Thorel, il est... je saurais pas quoi vous dire, il est parfait quoi. Tu apprends un paquet de choses avec lui, en même temps que tu découvres des œuvres de manière un petit peu décalée, mais en restant dans l'aspect didactique. Enfin, c'est exceptionnel de voir un mec avec autant de bagou continuer avec autant de charisme et de puissance à mettre en avant autant de films. Et même si aujourd'hui, il fait beaucoup moins de vidéos parce qu'il se consacre à plein de projets extra YouTube, ça reste quand même une référence pour moi parce que chacune de ces vidéos, on peut les revoir encore et encore, on découvre encore des éléments qui nous apprennent des choses, que ce soit ses après-séances, que ce soit les épisodes du Fossoyeur, que ce soit les hors-sujets, enfin c'est toujours des vidéos qui ont un putain de bagou et qui t'apportent énormément de bagages pour pouvoir ensuite parler de cinéma. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, mon éducation en école de cinéma, elle s'est faite par le biais des cours, mais elle s'est faite également par le biais de Yannick Dahan, de Karim Debache, et de François Thorel. Ces trois-là ont vraiment réussi à porter ma cinéphilie à un cran largement au-dessus. Ce qui fait que clairement, si ces trois-là n'avaient pas été là, je serais pas là sur cette chaise à vous dire que je les aime et à parler à côté de films sur YouTube. Et honnêtement, ces trois-là, je les en remercie parce que ils m'ont apporté beaucoup trop de choses pour que je puisse pleinement un jour leur rendre, même au millième, ce qu'ils m'ont donné. Vraiment, c'est fou. Et là, ensuite, je me dis que les coups de cœur, je pense que la plupart vous les connaissez en fait, je sais pas trop si je vais vous faire découvrir des choses. Alors les coups de cœur c'est très simple, c'est des personnes que j'aime profondément sur YouTube, dont je suis les vidéos, qui ne m'ont pas influencé parce que la plupart je les ai découverts au fur et à mesure que j'ai débarqué sur internet, mais ce sont des mecs que je n'arrête pas de suivre parce que pour moi, ils apportent un point de vue qui est le leur. C'est-à-dire que ça ne sonne pas comme quelque chose de générique, comme quelque chose de surfait, comme quelque chose de cliché. Ils apportent leur point de vue. Et ce point de vue, pour moi, est essentiel parce qu'il me permet parfois de regarder une œuvre différemment. On va traiter ça dans un ordre un petit peu foutraque, qui n'a pas vraiment de logique, mais qui, dans ma tête, l'est. Le premier, c'est Léopold Joseph, aka The Viewer, parce qu'en fait, quand j'ai débarqué sur YouTube, je me suis mis à le suivre en même temps que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment comment ça se fait, en fait, je crois que c'est... La première vidéo que j'ai mise en ligne, en fait, ça m'a tout de suite mis par automatisme une de ces vidéos à côté. Et j'ai commencé à le suivre. Et ainsi de suite, en fait, on s'est mis à se suivre. On a beaucoup parlé, on a beaucoup partagé. Depuis, c'est devenu bien plus que simplement un pote youtubeur. C'est carrément un de mes meilleurs amis. Je le considère très largement ainsi. Et Léopold, il a un regard très particulier. C'est-à-dire que c'est un cinéphile qui est très jeune, mais il a une maturité absolument phénoménale. Il va te débiter des trucs que franchement, moi, à son âge, j'aurais jamais été incapable de... simplement mettre en forme. Il a vraiment une cinéphilie de dingue, il est parfois amoureux de certains films, je comprends pas forcément pourquoi, mais il va arriver à le défendre. Et moi je trouve ça très noble parce que il y a beaucoup de youtubeurs qui parfois, quand ils prennent du recul, se disent j'ai défendu tel film, en fait j'ai eu tort. Et Léopold, c'est pas le cas. Il va toujours rester campé sur sa base et il va le défendre. Et il va pas forcément rester trop bloqué, il va simplement dire moi je pense comme ça, et ok ton point de vue est intéressant, mais je reste là-dessus. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Léopold. Et voilà, si vous ne connaissez pas The Viewer, allez voir la chaîne. Un autre coup de cœur, alors lui beaucoup plus récent, que j'ai découvert avec, entre guillemets, les rencontres abonnées avec le Gardien du Cinéma et un petit peu la naissance de toute une série de youtubeurs qui sont arrivés un petit peu après moi, c'est David The Film Talker. En fait, il fait un petit peu partie d'une clique que je reciterai après dans mes abonnements, mais pour moi, il se détache un petit peu de cette clique parce que c'est un mec qui a un bagage absolument monstrueux en termes de complémentarité de cinéma. C'est un petit peu brouillon ce que je dis, mais en gros, c'est un mec qui est capable de compléter à merveille tout ce que le cinéma va lui transmettre. C'est-à-dire que ses vidéos les plus intéressantes, par exemple, c'est celles où il parle de Stanley Kubrick et de Martin Scorsese. Les chroniques de films qu'il fait à côté, c'est des sujets qui sont toujours bien traités. On sent qu'il sait de quoi il parle et qu'il a envie d'en parler avec un amour profond. Mais je trouve que les vidéos où il fait des recherches, les vidéos où il va creuser le sujet, les vidéos où il va aller le plus loin possible dans celui-ci, c'est vraiment des vidéos passionnantes parce qu'elles ont
quelque chose de vraiment fort et ça transmet en plus un amour profond que ces personnages de cinéma lui ont transmis. Je veux dire, la vidéo sur Martin Scorsese, c'est une des vidéos les plus passionnantes que j'ai vues depuis très longtemps. Je me la suis enchaînée d'une traite et je me lasse pas de la revoir par petits bouts parce qu'il y a vraiment des fragments qui sont passionnants et on sent qu'il a envie de nous faire partager ça. Et c'est pour moi ce qui fait que David, il a un regard qui sort un petit peu du lot par rapport à la clique dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire c'est une clique qui va absolument sortir une chronique sur un film le plus vite possible, mais pour moi, il sort un petit peu du lot par le biais de ça. Et pour moi, ça fait qu'il est vraiment intéressant. Le suivant, c'est In the Panda. Bon, In the Panda, je pense que j'ai pas vraiment besoin de le présenter. Après, In the Panda, il faut savoir que c'est un de mes coups de cœur dans mes abonnements, mais c'est un de mes coups de cœur époque Unknown Movies. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins un coup de cœur pour moi parce que j'ai la sensation que les formats et tout ce qu'ils cherchent à nous livrer, c'est pas toujours hyper intéressant. Et autant il y a des moments comme sur les mangas où ça a un vrai intérêt, autant il y a des moments comme la vidéo sur les films qui l'attendent le plus, où bah, tu regardes ça comme si c'était juste le calendrier d'Allociné qui t'annonçait les sorties. Mais Epoch Unknown Movies, c'était quand même un mec qui était capable de te balancer du savoir à la gueule. Et qui te le balançait en plus avec une envie de faire une fanfiction monstrueuse autour du cinéma. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que j'ai un profond respect pour ce mec. Parce qu'à une époque où il fallait absolument faire de la chronique, où il fallait plutôt mettre en avant son savoir sur le cinéma, il avait aussi envie de faire de la fiction. Et rien que pour ça, moi j'adore ce que fait Victor. Ce que fait Victor, ça a en partie beaucoup changé la donne de ce qu'il y a sur YouTube, parce que suite à cela, suite à Unknown Movies, il y a eu énormément de youtubeurs qui se sont mis à apporter de la fiction à leur format. Certains l'ont copié, très ouvertement, mais je pense que la plupart se sont surtout référencés à lui parce qu'il était devenu un modèle. Et que là où lui le voit peut-être comme une forme de plagiat, moi je pense qu'il faut simplement le voir comme une forme de profond respect et presque d'iconisation en fait de sa personne, donc il devrait presque plus prendre le melon que se plaindre qu'on le copie. Mais bon, chacun son point de vue là-dessus. Un autre que j'aime énormément et qui ne parle pas de cinéma d'actualité, et c'est ça qui le rend vraiment fort, c'est Anthony Pazzona. Anthony Pazzona, pour moi c'est un de ces youtubeurs qui est très sous-coté malheureusement, et qui... Le pauvre en souffre, ça se voit, il a fait quelques commentaires comme quoi il trouvait ça un petit peu triste de voir les gens de moins en moins le suivre. J'ai envie de dire que l'avantage c'est qu'Anthony Pazzona, il parle avec les tripes, il parle avec le cœur. Il parle du cinéma qu'il touche, il parle du cinéma qu'il aime, il parle du cinéma qui lui donne envie de parler de cinéma. Il va pas parler comme nous tous, parce que je me considère un petit peu là-dedans, des films d'actualité. Il va chercher à parler avant tout de sujets qui le touchent, qui le marquent, qui ont imprimé chez lui une cinéphilie profonde et un amour total pour soit un métrage, soit une thématique, soit un personnage. Mais en tout cas, il ne cherche pas à parler de cinéma par opportunisme. Il cherche réellement à en parler par passion. Et rien que pour ça, moi j'aime Anthony Pazzona, j'aime ce qu'il fait. Que ce soit l'époque d'État critique où il arrivait plutôt bien d'ailleurs à s'en sortir avec le format de base, et que ce soit aujourd'hui où il a sa chaîne perso, où il arrive à nous livrer quelque chose qui est vraiment foisonnant d'idées et rempli mais d'un putain d'amour pour le cinéma. Rien que pour ça, moi j'aime regarder ces vidéos. Je trouve ça passionnant et je trouve ça génial. Je vous conseille très fortement de regarder la chaîne d'Anthony Pazzona si vous ne regardez pas encore. C'est génial et c'est récurrent en plus, ce qui est une chose devenue de plus en plus rare sur internet. Bon, ensuite les deux autres youtubeurs qui vont suivre, je vais les mettre ensemble parce que c'est des youtubeurs outre-Atlantique. Ce sont Chris Stuckman et Jeremy James. En fait, Chris Stuckman et Jeremy James, ce sont des youtubeurs qui parlent de cinéma américain, en grande majorité. Et en fait, quand j'ai commencé à me lancer sur YouTube, c'est, je crois, allez, avec Léopold, les 3 premiers que j'ai commencé à suivre. Parce que je trouvais que leur avis était complet et court. Et pour moi, ça suffisait à rendre le truc vraiment intéressant. C'est qu'à partir du moment où tu es court, où tu es concis, moi je trouve ça plutôt bien, mais des fois je reste sur ma faim. L'avantage c'est que Chris Stuckman et Jeremy James, ils sont courts et concis, mais ils le font tellement bien et avec tellement de profondeur et en étant extrêmement symptomatiques sur le sujet, que du coup, tu trouves ça tout de suite intéressant. Et tu te dis, l'avantage c'est que je vais pas te spoiler, l'avantage c'est que je vais avoir toutes les infos, je vais savoir si c'est bien ou pas bien, et je vais savoir s'il faut le voir en salle. Et vu qu'en plus, la plupart du temps, ils chroniquent des films assez en avance, vu qu'ils ont l'avis américain, et que nous ensuite, les sorties, généralement, elles débarquent plus tard, ça fait que moi, ça me donne toujours un petit truc qui me permet de savoir si par exemple, je sais pas, le nouveau Marvel va être un petit peu intéressant, ou s'il va être bof, ou un film indépendant des fois. C'est tout bête, mais vu que eux, les films indépendants américains, ils les ont bien avant nous, il y a des fois, ça nous permet d'avoir des petits retours de films
qu'on n'aurait pas forcément découvert si on s'était retrouvé à le voir comme ça débarquer en salle. Et j'adore Jeremy Jaynes en plus, parce que lui, il a un côté très punchy, très dynamique, très décalé, il fait beaucoup de blagues autour des films et ça rend le truc très intéressant. Et Chris Stuckman, lui, est beaucoup plus sérieux, il est beaucoup plus, on va dire, très carré dans sa démarche. Donc il va vraiment être dans la vie pure et simple et il va essayer de te donner envie ou non de voir le film. Et je trouve que ces deux mecs-là se complètent parfaitement bien, ils font partie quasiment de la même clique et ils ont déjà bossé ensemble. Et j'adore vraiment les suivre parce qu'ils ont quelque chose de terriblement passionnant et ils te donnent envie en plus de voir des films. Donc rien que pour ça, c'est pour ça qu'ils se rajoutent tout de suite quasiment automatiquement dans mes coups de cœur. Ensuite, on va passer aux abonnements. Alors là, je tiens à dire, je vais pas me faire que des amis, je pense. Pas pour la raison que vous pensez du genre « Oh, il va cracher tout de suite sur plein de monde ». Simplement où je vais dire des choses assez sincères tout en donnant un avis plutôt positif sur ses abonnés. Mais voilà, soyez indulgents parce que je risque de dire des choses qui peut-être vont vous froisser et c'est pas le but. C'est juste que je vais parler avec sincérité et que je veux juste que ce qui ressorte, c'est que vous ayez mon avis en fait sur ces différentes personnes. On commence tout de suite. Alors d'abord, il y a ce que je vais appeler la clique de la rapidité. C'est en fait un groupe de, 4 youtubeurs maintenant, parce qu'à une époque ils étaient 5, mais maintenant ils sont vraiment 4. C'est Mr. Clapman, Reggie le Gorilla, Dirty Tommy et The Film Talker. The Film Talker, je ne vais pas trop en parler parce que je l'ai déjà évoqué à côté dans la partie sur mes coups de cœur, mais je vais plutôt parler des 3 autres. En fait, j'aime bien cette clique parce qu'elle permet d'avoir rapidement un avis sur les films qui viennent tout juste de sortir. J'ai un petit défaut avec cette clique, c'est que je trouve que à vouloir être trop rapide, on finit par ne pas donner assez de puissance aux mots que l'on pourrait donner à une œuvre. Parce qu'en fait, le souci, c'est que c'est bien de faire des vignettes putaclic, c'est bien de faire des trucs un peu accrocheurs en termes d'introduction, c'est bien d'avoir des petites phrases un petit peu putassières qui vont faire que parfois on va se retrouver à être mis en avant sur Twitter ou sur Instagram. Mon gros problème, c'est que derrière ça, il y a parfois pas beaucoup de propos fondés derrière. C'est souvent des phrases un petit peu random, balancées ainsi, et il y a des moments où j'ai un peu trop l'impression que voilà, il y a quelqu'un qui résumait ça plutôt bien et je trouvais qu'il avait raison. C'est parfois un concours de punchline. Et ce concours de punchline, il est un peu triste. Et moi, ça me fait un petit peu de la peine parce que, j'aime bien ces youtubeurs vraiment. Mais je trouve que parfois, ils sont un petit peu trop putassiers dans leur manière de faire. Et que du coup, moi qui suis sur YouTube depuis 4 ans, je trouve que on pourrait être plus subtil. On pourrait clairement être plus subtil et c'est un petit peu dommage de les voir dériver ainsi. Mais bon, ça n'enlève rien à leur contenu, ils livrent quand même quelque chose qui est tout de même assez complet, mais c'est un petit peu dommage de vouloir absolument faire du rentre-dedans comme ça et vouloir absolument taper dans l'œil des distributeurs ou des exploitants de salles, alors que parfois un message plutôt posé, clair, intelligent et réfléchi, cela donne lieu à quelque chose de plus intéressant. Alors ensuite, je vais parler de quelqu'un que je trouve assez intéressant, mais un petit peu trop rapide dans sa manière de faire. C'est Critique Masqué, que j'appelle l'analyste rapide. Parce que Critique Masqué fait beaucoup de vidéos sur des sujets souvent très denses en termes de cinéma. Le seul souci, c'est que j'ai parfois l'impression de voir une fiche Wikipédia. Et ça me dérange moi personnellement parce que ce qu'il fait est vraiment dense. C'est des vidéos qui des fois font quasiment un bon quart d'heure. Mais il y a des moments où vraiment j'ai l'impression de voir une fiche Wikipédia récitée. Et c'est un petit peu dommage parce que, encore une fois, les sujets sont vraiment intéressants, la manière avec laquelle c'est fait, il y a tout de même une vraie force, il y a une vraie envie, il y a une vraie passion. Mais je trouve ça un petit peu dommage de voir des thématiques ou des choses comme ça où finalement il laisse son point de vue un peu trop de côté et où il se met pas assez en avant, où il devrait justement plutôt au contraire chercher à se mettre en avant, chercher à donner plus d'envergure à son propos. Il préfère plus s'orienter vraiment ça sur l'analyse rapide et du coup ça donne vraiment cette sensation d'avoir une fiche Bristol et c'est hyper intéressant si tu veux sortir ça en soirée, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt lorsque tu veux balancer ça de manière plus réfléchie ou que tu veux presque le citer en fait. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense que franchement Critique Masqué il pourrait devenir quelqu'un qu'on citerait comme ça dans certaines vidéos et c'est pas assez le cas. C'est un petit peu dommage. Pour rester dans le rapide, je vais parler de Yuga. Arnaud, pour moi, c'est de la vidéo frustrante en puissance. Parce que Arnaud fait un travail de visuel, de montage et de dynamique de vidéo qui est passionnant, mais c'est beaucoup trop court.
Et je parlerai d'un autre youtubeur juste derrière qui fait exactement le même type de format, mais alors lui c'est encore pire, c'est encore plus frustrant. Mais déjà, Arnaud, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ce qu'il fait a vraiment de l'intérêt pour Internet. C'est un mec qui boxe beaucoup maintenant avec In The Panda et je trouve que du coup, ses vidéos perdent en impact parce qu'il ne s'implique plus à fond dans ses projets à lui. Et moi personnellement, ça me dérange parce que il pourrait donner quelque chose de vraiment fort et ses vidéos sont vraiment beaucoup trop courtes. Je crois qu'il y a très peu de ses vidéos qui dépassent les 6 minutes. Et c'est vraiment frustrant parce que ses sujets mais sont tellement denses, sont tellement intéressants, mais ils se limitent à trop peu ou à si peu. Je crois que le pire, c'est sa vidéo sur Space Jam 2. Honnêtement, sa vidéo sur Space Jam 2 avec Tony Hawk, j'ai jamais vu une vidéo aussi frustrante. Et au bout de 3 minutes 30, tu te rends compte que il sait plus quoi dire. Et ensuite, il comble un petit peu le vide pendant les 2 dernières minutes. Moi, je trouve ça dommage. Parce que c'est vraiment fou ce qu'il raconte. C'est hyper intéressant, c'est passionnant. Et toi, tu te retrouves à être un petit peu triste. Et ben, je rajoute tout de suite par-dessus ça, Dim de Flim. Merde, c'est pire. C'est des vidéos de 3 minutes 30 sur des sujets qui mériteraient d'avoir des vidéos d'1 quart d'heure. Et en plus, le visuel est trop bien. C'est magnifique, c'est beau, ça demande du montage et c'est... C'est un florilège de bonnes idées, mais c'est beaucoup trop court. Moi, je trouve ça dommage parce que ces mecs-là, mais je les aime profondément, j'adore ce qu'ils font, je trouve ça trop bien. Mais c'est trop court. Et du coup, ben, on se retrouve à être hyper frustré en sortant parce qu'on se dit, punaise, il y avait tellement plus à raconter. Et non. C'est un petit peu dommage parce que franchement, c'est des youtubeurs, je les adore. Franchement, je les aime profondément. Mais les mecs, vous me foutez une demi-molle et ensuite, au moment où ça s'apprête à être une trick, ben, vous arrêtez. Et honnêtement, moi, ça me fait déprimer parce que je me retrouve dans mon fauteuil comme ça, comme un con, à être en mode, ouais, bah, j'aurais pu, mais j'ai pas pu. Et c'est triste. Et moi, franchement, ça me donne envie de déprimer d'un seul coup. On va faire une petite pause du côté des États-Unis et ensuite on reviendra un petit peu du côté de la France pour parler de 2 youtubeurs que j'aime énormément. Aux États-Unis, il y a une femme qui est vraiment américaine que je suis et une australienne. C'est Impression Blend et Roll Credits. Ce sont 2 youtubeuses qui parlent pas mal de cinéma, qui font un petit peu d'autres trucs. Parfois, Impression Blend parle de bouquins ou même de séries. Et par contre, Roll Credits reste vraiment sur du cinéma. Ces 2 femmes sont vraiment passionnantes parce que elles nous transmettent un amour profond de certains films qui parfois ont vraiment personne qui les met en avant. Impression Blend a notamment cette très bonne habitude de parler de beaucoup de films indépendants américains. Et moi j'aime beaucoup parce que ça me permet de redécouvrir des petites perles que j'aurais peut-être loupées, parce que des fois Chris Tuckman ou Jeremy Jahns les mettent pas forcément en avant. Et Roll Credits, par contre, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle parle de beaucoup de films étrangers. Et du coup, ça fait que moi, de mon côté, des fois, je me marre parce que oh, je vois un film français popper comme ça. Genre, elle avait parlé de Grave, par exemple. C'était une des rares youtubeuses étrangères à avoir parlé de Grave. Elle avait parlé aussi d'une affaire de famille. Elle a parlé de Cold War. C'est des films qui sont pas souvent critiqués par les Américains ou par les personnes anglophones. Et du coup, la voir, elle, parler de ça, c'est très intéressant parce qu'elle a un regard qui est assez différent de nous, pauvres francophones que nous sommes, ou des pauvres américains qui ont parfois un regard un peu biaisé. Et du coup, je les aime beaucoup toutes les 2 parce qu'en plus, elles ont un regard qui est vraiment très atypique parce que là où la critique sur YouTube est purement et simplement masculin la plupart du temps, ben, je trouve que elles ont quelque chose qui ressort vraiment. Dans un genre très différent, mais également anglophone, il y a 2 chaînes que je suis et que j'aime énormément. C'est CinemaSins et Screen Junkies. Ce sont des chaînes qui sont plus de l'ordre du divertissement, là par contre. On est vraiment sur de la poilade ou des débats. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Screen Junkies arrive à proposer. CinemaSins le propose également dans un autre genre. C'est-à-dire que CinemaSins, c'est une chaîne qui s'amuse simplement à pointer du doigt les petits détails foireux de certains longs métrages. Et du côté de Screen Junkies, on est plutôt sur, en termes de comédie, les Honest Trailers, et en termes de débat, de nombreux movie fights qu'ils font sur un petit peu tout et n'importe quoi. Ils avaient fait d'ailleurs un très bon débat sur les Oscars, si vous avez l'occasion de le regarder, c'est très intéressant. Mais ces 2 chaînes, je les suis vraiment, entre guillemets, pour l'aspect divertissant de la chose, parce qu'elles apportent vraiment quelque chose, ben, je trouve, de très complet, parce que ça nous permet de porter un autre regard sur le cinéma, un regard plus américain.
Parce que nous, en France, on va dire que si on voulait suivre une chaîne YouTube qui nous apporte un avis français critique, on suivrait la chaîne du Cercle. Ce qui est une chaîne plutôt intéressante, mais j'en parle pas trop parce que c'est des vidéos assez courtes. La plupart du temps, c'est des débats qui sont coupés en plein dans le vif. C'est plus comme, on va dire, à l'ancienne époque où ils étaient capables de partir pendant 20 minutes sur un long métrage. Maintenant, ils essayent un petit peu de se limiter et c'est un petit peu décevant. Mais eux, en tout cas, au moins, ils se limitent pas. Ils vont à fond dans le sujet. Ils essayent de brasser le plus de choses possible. Et moi, je trouve ça très intéressant. Donc, je vous incite vraiment à suivre ces deux chaînes. Revenons un petit peu en France et j'avais envie de parler de deux chaînes sur lesquelles je ne suis pas du tout objectif parce que ce sont deux chaînes que j'aime énormément, même si une est beaucoup moins productive que l'autre. La première, c'est la chaîne du Gardien parce que j'aime beaucoup les vidéos que font Sylvain maintenant. Parce que Sylvain, il a décidé de beaucoup plus se centrer sur l'actualité. Il fait encore quelques critiques et de temps en temps, il offre des débats qui sonnent, on va dire, en adéquation avec les sorties cinéma. Mais la plupart du temps, ils cherchent plutôt à faire de l'actualité. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que finalement, en France, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui consacrent leur chaîne à de l'actualité. Mais vraiment de l'actualité pure et dure, pas de l'actualité dans le sens, on va parler des sorties qui viennent de débarquer dans les salles. Non, non, vraiment de l'actualité dans le sens où il va parler de ce qui sort et où il va simplement vous dire, ça, c'est un film que moi, j'aimerais bien voir. Ça, c'est un film que moi, j'aimerais bien voir. De temps en temps, il sort des critiques, mais c'est devenu de plus en plus rare. Mais moi, j'aime beaucoup ce que fait Sylvain parce qu'il a choisi de ne pas rentrer dans le moule. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont choisi de faire des critiques de cinéma ou parler de tel sujet, de séries, etc. pour rentrer dans un moule. Sylvain, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est faire ce qu'il aime. Et moi, rien que pour ça, il aura mon respect éternel jusqu'à la fin de YouTube, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Et l'autre, alors là, je suis triste parce qu'il fait beaucoup moins de vidéos maintenant. À une époque, il en faisait beaucoup et c'était vraiment très intéressant. C'est Jack. Et Jack, il a une chaîne qui est malheureusement un petit peu en train de, je dirais pas dépérir, mais sur laquelle il y a beaucoup moins de choses. Il fait encore quelques vidéos sur Game of Thrones, sur The Walking Dead, sur Marvel, sur les DC, mais il fait plus autant de vidéos qu'à une époque où il était vraiment très productif, où je le considérais presque comme un rival parce qu'il avait tendance à sortir des vidéos assez rapidement. Et moi, du coup, je me retrouvais à ramasser les petites miettes derrière lui. Et j'avais un petit peu la haine. Mais c'est devenu quelqu'un avec qui je parle régulièrement, que j'aime énormément, dont j'apprécie au-delà du travail la personnalité. C'est quelqu'un qui est très franc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être cash des fois. Et moi, je le respecterai à jamais pour ça. Et ouais, je les range un petit peu tous les deux, Sylvain et Jack, parce que pour moi, ce sont deux youtubeurs qui ont choisi de ne vraiment pas rentrer dans le moule, alors qu'ils auraient pu. Ils auraient pu vraiment rentrer dans le moule. Mais ils n'ont pas choisi de le faire. Et moi, pour ça, je les suis et j'aime beaucoup leur travail et je continuerai à les suivre jusqu'à ce qu'ils arrêtent très clairement. Là, c'est la partie RIP in Peace, donc je crois qu'on va passer en noir et blanc durant cette partie, histoire de rendre hommage à ces différentes personnes qui ne font soit plus du tout de vidéos sur YouTube, soit ont décrété qu'il fallait moins en faire. Dans cette partie des déceptions, il y en a 3 que je retiens. 3 chaînes qui, je trouvais, avaient un potentiel monstrueux et qui se sont arrêtées en pleine gloire, presque. La première, c'est la chaîne de Louis Verdoux, qui était bien. Louis, c'est dommage en fait parce qu'il s'est fait un petit peu submerger par, on va dire, la primeur de l'âge où il s'est lancé sur Internet. Et le souci, c'est que du coup, il n'a pas forcément réussi à décoller. Et au-delà de ne pas réussir à décoller, c'est surtout qu'il s'est fait un petit peu submerger par des commentaires négatifs qui, à l'époque, venaient surtout de personnes qui étaient en études avec lui, qui, je sais pas, devaient le jalouser ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu dommage parce que du coup, Louis a vraiment arrêté de faire des vidéos alors qu'il parlait très très bien de cinéma, il en parlait avec passion. Maintenant, c'est pour le meilleur parce qu'il fait des articles dans des journaux et pour le coup, il a réussi ce que beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à faire et que c'est pour ça qu'on reste sur YouTube. Mais lui, il a vraiment réussi à passer le pas. Maintenant, il est vraiment critique pour de la presse. Il sort de temps en temps quelques articles. Mais voilà, je suis un petit peu de temps en temps ce qu'il écrit. C'est vraiment bien ce qu'il fait, mais voilà, il me manque un petit peu sur Internet. Un autre qui me manque, c'est Quentin, de la chaîne Mr. Just Quentin. C'est un petit peu triste parce que Quentin, il s'est arrêté parce qu'il faisait du contenu qui était vraiment hyper dense et à la fois décalé et à la fois extrêmement fataliste, parfois un petit peu trop braqué, mais au moins c'était quelqu'un qui avait des convictions et qui les assumait pleinement et qui cherchait à les faire ressortir le plus possible dans ses vidéos. Et il s'est un petit peu arrêté en plein élan parce que ses vidéos se sont mises à pas forcément marcher ou qu'il ne voyait pas ses abonnés grimper. Je pense qu'il aurait juste fallu qu'il attende un petit peu, qu'il continue de creuser, qu'il continue à se faire sa petite place. Il avait notamment un très très grand talent de graphiste pour faire des vignettes qui avaient de la gueule.
Et en plus, c'était quelqu'un qui savait faire du montage, mais comme personne, qui arrivait à donner de la dynamique, qui arrivait à créer de l'esthétique dans ses vidéos. C'était quelqu'un qui était amoureux aussi d'Yannick Dahan. Dans ses premières vidéos, ça se voyait énormément et c'est un petit peu là-dessus en fait qu'on s'est retrouvés. Et ouais, mais dommage, Quentin, ouais, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et je suis un petit peu triste de ne plus le voir sur YouTube. Et alors le dernier, alors lui, mais il me manque terriblement, mais il me frustre parce qu'il continue de teaser ses vidéos, mais elles ne viennent pas. C'est Kim, de la chaîne La Semaine de Kim. Kim, où es-tu? Revis. Je vais te prendre des électrochocs et je vais te remettre un coup de batterie parce que Kim, il arrête pas de teaser qu'il va sortir des vidéos et il le fait pas. Et moi, je trouve ça dommage parce que Kim, il a un talent fou pour parler de cinéma et pour faire découvrir des choses en plus. Moi, La Semaine de Kim, quand c'était quasiment tous les mois, je regardais mais en me disant mais qu'est-ce qui va me faire découvrir? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce qui va me montrer que je n'ai pas vu, que j'ai loupé en salle ou que je pourrais redécouvrir chez moi? Et c'est un petit peu dommage parce que maintenant, on voit plus trop ça. Et il y a de moins en moins de youtubeurs d'ailleurs qui essayent de faire vraiment des vidéos comme ça où ils faisaient découvrir toute une batterie de films d'un seul coup et où des fois il y avait vraiment des petites pelles qui ressortaient et qu'on voyait pas forcément dans les salles, qu'on pouvait découvrir sur internet. Et Kim avait ce don de faire ressortir ça. Et je trouve ça un petit peu dommage voilà, qu'il arrête de faire des vidéos, mais je continue à croire qu'il va revenir. Il va revenir. Il a dit qu'il y aura un top 2018 et je crois qu'elle va arriver, même si elle arrive en juin. J'espère qu'elle va arriver. Voilà, c'était le petit moment triste. Bon, ce fut un sacré tour d'horizon quand même. Hein. Je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs de votre côté si vous avez des youtubeurs que vous trouvez manquent ici. Alors après, il y en a certains dont j'ai pas forcément parlé parce qu'ils font partie de mes abonnements, mais ils sont plus très actifs sur YouTube. Donc vous étonnez pas s'il y a des noms que vous n'avez pas vu apparaître. Il y en a d'autres que j'ai pas parlé parce que c'est des youtubeurs que je vois de loin, mais que je suis pas trop parce que je suis pas très fan de leur travail. Donc j'ai préféré pas forcément les mettre en avant parce que ça n'avait pas de l'intérêt. Si vous remarquez ici, la plupart, j'en ai parlé avec beaucoup d'amour, beaucoup de positivité, parfois un petit peu de frustration, mais c'était simplement parce que j'avais envie de vous faire découvrir ça et en même temps que vous ayez envie d'aller voir les chaînes, même si parfois je les trouve pas assez complètes, elles restent tout de même très intéressantes. Mais voilà, j'avais pas envie d'appuyer sur des youtubeurs qui font du travail qui est moins intéressant ou que je trouve moins fouillé. Donc j'ai préféré mettre en avant du positif et pas de négatif. Sur ce, vous me mettez dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai loupées, s'il y a des choses que vous aimez, s'il y a des choses que vous avez à me faire découvrir, ça par contre je suis très fan des genres de choses à découvrir. Et puis sinon, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, allez voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus.